Europe 1 Matin. Le club de la presse européen, elle suit son cours, la bataille des retraites au Sénat. Alors c'est à coup de règlement intérieur et d'amendements qu'on se bat. Alors on se met pas le livre sur la tête, mais vous avez bien saisi l'image. La majorité sénatoriale de droite a donc voté cette nuit l'article 7. Les débats reprennent à 10h30 ce matin. Ça va chauffer sur un amendement de Bruno Retailleau pour l'extinction immédiate des régimes spéciaux. L'intersyndicale, de son côté, elle exige d'être reçue par Emmanuel Macron, qui les renvoie vers le ministre du Travail. Si, la porte reste toujours ouverte, répète ainsi l'Élysée, Matignon, le cabinet aussi d'Olivier Dussopt. On fait le point ce matin avec Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Pardonnez-moi Charlotte, bonjour. Bonjour Dimitri. Et David Revaud-Dallon, chef du service politique du journal du dimanche. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Pourquoi une telle insistance des syndicats à voir Emmanuel Macron, David ? C'est peut-être parce que vous avez remarqué que cette réforme qui a été, j'exagère à peine, voulue par et pour Emmanuel Macron, Oui. présentée dans sa campagne présidentielle, inscrite dès le début à l'agenda de son deuxième quinquennat. Il voulait même, souvenez-vous, aller à la hussarde puisqu'il envisageait un amendement, un projet de loi finance rectificatif Ce qu'il à fait l'automne. finalement. Hein. Alors là, il y a un projet de loi dédié, il le fait, mais là, c'était un amendement, c'était vraiment à la hussarde. Donc il voulait vraiment aller vite et curieusement, dès que le débat a été lancé, il a disparu des radars. Il a délégué ça à Olivier Dussopt et Elisabeth Borne. Alors, il fait un petit message de temps en temps, vous aurez remarqué, au marché de Rungis, au salon de l'agriculture, un petit commentaire pour expliquer que cette réforme est nécessaire. Mais sinon, il est totalement absent. C'est le paradoxe de cette réforme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il sait bien que la simple exposition de sa personne, dans un moment aussi crispé politiquement, ça serait en fait 10 000 fioles d'huile jetées sur le feu social et ça ne ferait que envenimer encore davantage la situation. Donc finalement, Elisabeth Borne joue absolument pas le rôle de fusible qu'a joué par exemple Dominique de Villepin au moment du CPE en 2006. Non, c'était prévu comme ça, mais vous aurez remarqué qu'Elisabeth Borne, malgré une forme de ténacité et d'abnégation, elle essuie quand même vicissitude sur vicissitude entre le dernier épisode, les deux bras d'honneur de Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale qui n'ont pas mis la droite dans de meilleures dispositions, les bourdes de ses ministres, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. C'est quand même très difficile. Donc effectivement, c'est Elisabeth Borne qui devait assumer le rôle de fusible et ça ne fonctionne pas, d'où cet appel des syndicats qui ont bien compris qu'ils cherchaient à attirer, en cherchant à attirer le président dans le marigot, on allait, ils espèrent obtenir davantage de résultats. Je crois que c'est un mauvais calcul. Charlotte, impression personnelle, l'impression d'un concours de faiblesse quand même dans cette réforme des retraites, des syndicats d'abord qui espéraient qu'il y ait un espèce de changement de braquet il y a 2 jours et qui n'a pas finalement eu lieu, même s'il y avait beaucoup de monde dans la rue. On n'a pas eu l'impression que le mouvement d'un coup prenait une nouvelle dimension. Et puis de l'autre côté, vous regardez ce qui se passe par exemple à l'Assemblée nationale, on est obligé de menacer aujourd'hui les députés macronistes de les exclure s'ils ne votent pas la réforme. Et se pose cette question-là, dans la majorité relative, la figure d'Emmanuel Macron, on a l'impression qu'elle ne fait plus vraiment autorité. D'autant qu'elle est très absente en réalité. C'est-à-dire que je pense que s'ils veulent voir aussi Emmanuel Macron, c'est qu'en Macronie, tout repose sur Emmanuel Macron tout le temps. Donc sauf le moment où en effet ces syndicats veulent parler, je serais plus mesurée, on va dire, sur la faiblesse des syndicats. Alors peut-être pas des syndicats en effet sur la mobilisation. C'était peut-être pas le bon mot, mais plafonnement quoi. C'est ça, sur le plafonnement de la mobilisation. Il n'empêche que il y a 1 mois et demi, je pense pas que du côté du gouvernement on imaginait que les débats allaient partir comme ça, où en effet chacun marche sur des œufs et même les gens qui initialement défendaient la réforme, soit ne la défendent plus, soit la défendent sur complètement autre chose, soit se félicitent de l'avoir corrigée pour ce qui est sauf en la droite l'occurrence sénatoriale. La droite sénatoriale. Ils se félicitent quand même de l'avoir corrigée, ils y ajoutent des choses qui seront peut-être pas retenues, mais chacun joue un peu sa partition quand même. Elle tient bon la barre, elle tient bon le flot dans cette affaire-là quand même. Elle tient bon sur la question de principe, on va dire, de la réforme des retraites, mais elle veut la faire sienne en appuyant sur certains points qui n'étaient pas initialement prévus. Donc franchement, l'opposition a plus joué son rôle que le gouvernement qui est quand même perdu. Ça dépend quelle opposition je vote quand même, parce que moi je suis assez d'accord avec votre analyse, Dimitri. Je trouve que tout le monde est perdant. Certes, les syndicats ont réalisé un combat assez réussi, puisque d'abord ils étaient tous de concert, c'était un front commun, c'est la première fois depuis 13 ans. Ils étaient de retour quoi. Comment ? Ils étaient de retour tout simplement. Ils étaient de retour, ils ont quand même mobilisé assez largement, mais vous avez raison, c'est-à-dire que depuis 1 mois et demi, on est à l'étal, la France à l'arrêt, ça n'a pas fonctionné. Donc je pense qu'on est arrivé à un plafond du côté syndical. Le gouvernement, on vient de le chroniquer, Emmanuel Macron, on voit que cette réforme, elle était très mal emmanchée. Sur les explications, on nous a dit d'abord que c'était une question
question de justice, puis de sauvetage du système. On nous a dit que ça servirait à financer des services publics et des politiques publiques, puis à financer les dépenses sociales. Et puis dès qu'on regardait sous un article, on découvrait un lièvre, un problème ou quelque chose qui n'était pas réglé. Une imprécision. Et à l'arrivée, on s'aperçoit que cette réforme qui devait rapporter 13 milliards, finalement... Elle va en coûter autant. Va en coûter quasiment autant. Même un peu plus. J'exagère à peine. Et puis du côté des autres propositions, je pense que LR, vous avez raison sur le Sénat, mais la droite à l'Assemblée nationale, c'est quand même un petit peu ridiculisé, notamment je pense quand même à la figure d'Aurélien Pradier, qui a professé des positions exactement inverses à celles qu'il professait il y a 3 mois. Les Insoumis, n'en parlons pas. Et quant au Rassemblement national qui semble engranger les points dans les sondages, on ne sait pas ce qu'il pense. Moi, si vous m'expliquez ce qu'est la position de Marine Le Pen sur la retraite, je suis sur la retraite à 60 ans, en tout cas, on l'entend plus. Je ne sais pas. Donc en réalité, je suis assez d'accord avec vous. Tout le monde est perdant, y compris les syndicats et tous les partis et toutes les oppositions. Pendant ce temps-là, on a vu Emmanuel Macron faire des annonces hier. Pendant l'hommage à Gisèle Halimi, il annonce sa volonté d'inscrire dans la Constitution la liberté. Le mot est important. Liberté des femmes de mettre fin à leur grossesse. Ce soir, dîner avec 16 personnalités sur la fin de vie. Alors, on va détailler parce qu'il y a des choses à dire, mais d'abord peut-être l'interprétation politique. Charlotte Dornelas, Le Figaro, mais aussi Libération, ce matin, ils voient tous les deux une diversion sociétale. Oui, c'est une diversion, mais sur un sujet qui ne devrait pas servir de diversion, me semble-t-il, vu la gravité des sujets qui sont encourus. C'est vrai qu'il y a un côté diversion, il y a un côté américanisation de la vie politique française, alors que les situations sont extrêmement différentes, notamment sur le sujet de l'avortement en question. Mais pour faire un lien, avec la conversation précédente, c'est-à-dire que la mobilisation, oui, d'accord, il y a un plafond. Enfin, ça fait quand même 1 mois et demi que les chiffres sont extrêmement stables, que l'immense majorité des Français est contre cette réforme pour des raisons diverses et variées, et même beaucoup plus larges que cette réforme elle-même. Et on a un président qui va en Afrique. On n'a aucun retour sur ce voyage de la part d'Emmanuel Macron lui-même. On n'est même pas tenu au courant depuis 1 mois et demi de ce que fait le président. Il va à droite, à gauche, on ne sait pas, on n'en sait rien. Les relations avec l'Algérie, c'est l'horreur et personne ne parle et Gérald Darmanin refuse de commenter. Et là, on apprend 3 jours après le début de cette mobilisation que le matin, il nous parle d'IVG et le soir d'euthanasie. C'est quoi le but? C'est la dépression collective, en fait. C'est une diversion qui est particulièrement glauque de la part du président de la République. Alors, à la décharge du président, il faut dire quand même, David, que l'IVG, en l'occurrence, effectivement, il y avait cette question d'hommage à Gisèle Halimi. On sait que c'était son grand combat. Il y a quand même, depuis l'été dernier, on sent que ça vient quand même en réaction au débat qu'il y a eu aux États-Unis, effectivement, cette volonté d'inscrire la notion dans la Constitution. Et puis pour la fin de vie, c'est aussi une histoire de calendrier. On a une convention citoyenne qui doit rendre ses conclusions dans 3 semaines. Et ce dîner de ce soir, il devait avoir lieu, je crois, il y a 2 semaines. Il avait été reporté. On pourra dire aussi, voilà, c'est un peu accident de calendrier. Je trouve que c'est un peu, bien sûr, il y a forcément une dimension de diversion dans la mesure où le président il est en train de chercher sur quoi débouchera, je dirais, l'agenda présidentiel et gouvernemental une fois la réforme des retraites adoptée ou pas d'ailleurs, puisque ça, on reste encore dans une forme de suspense. Donc il y a une vraie interrogation. Au début, on était plutôt sur la loi immigration. On s'aperçoit qu'avec la crispation et la violence des débats sur la retraite, sur les retraites à l'Assemblée nationale, c'est peut-être pas le bon sujet à inscrire à l'agenda parlementaire. Alors, est-ce que ça produit autant de consensus qu'on le dit? Parce qu'il y a cette phrase que j'ai citée tout à l'heure, le social fracture et le sociétal ressoude. Bon, pas forcément, parce sur que la fin de vie, c'est pas évident. Non, notamment. Certes, vous avez sur les 2 sujets, vous avez, semble-t-il, une majorité dans l'opinion qui est favorable, mais il y a aussi des opposants qui sont très bruyants, qui peuvent donner de la voix, et ce que redoute le pouvoir, c'est aussi un scénario du type mariage pour tous, où vous réveillez quand même les oppositions et une forte mobilisation contre le gouvernement. Et d'où la prudence. Oui, d'où la prudence d'Emmanuel Macron. Absolument. Il dit pas de référendum. Absolument. D'où la prudence dans les mots aussi et la question de la liberté et non du droit qui reprend la formule du Sénat, considérant que l'IVG est une liberté et pas un droit, contrairement à ce que préconisait la proposition de loi des Insoumis à l'origine. On peut expliquer pourquoi? Parce que si vous faites un droit, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Opposable, oui, absolument. Une femme, 7 mois de grossesse, va vous dire on me refuse l'IVG. Question prioritaire de constitutionnalité. La Constitution étant supérieure à la loi, voilà ce qui va se passer. Donc c'est la porte ouverte à un allongement, évidemment. Juste un mot sur l'argument de l'américanisation. J'ai entendu l'édito de Vincent Trémollet de Villers tout à l'heure, très intéressant, mais qui expliquait qu'en fait, il ne fallait pas faire une proposition de loi ou une loi en réaction à ce qui se passe aux États-Unis
États-Unis, en Iran, etc. Mais pardon, la Constitution, ça a quand même une valeur universelle. Il s'agit aussi de démontrer et de montrer au monde, à la planète, quelles sont les valeurs politiques, idéologiques, culturelles françaises. Les hommes naissent libres et égaux en droit, je crois. Hein, c'est inscrit dans la Constitution. Donc on donne aussi une petite leçon au monde. Et en inscrivant cela, bien sûr, là où je suis d'accord, c'est que ce droit n'est pas menacé ici et maintenant en France, mais il pourrait l'être à l'avenir. Et il y a aussi une valeur pédagogique dans ce qu'on inscrit dans la Constitution. Non, mais dans la Constitution, il y a les fondements juridiques de la communauté nationale. L'avortement, en l'occurrence, c'est pas le sujet. Par ailleurs, les leçons au monde, on ferait bien déjà d'essayer de se gérer nous-mêmes avant d'aller faire des leçons au monde. Ça suffit, les leçons au monde. Merci, en fait. Charlotte Dornelas. Merci, David Rebaudin. L'édito de Vincent Trémollet de Villers, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est à réécouter en podcast sur votre appli Europe 1 ou europe1.fr.